Bonsoir, bonsoir, super. Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont restés, merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette table ronde finale où là on a vraiment de la chance d'avoir des intervenants qualitatifs qui vont pouvoir nous parler des défis des CLO. Et d'ailleurs, vous avez toujours Sonny comme intervenant, que vous avez, pour ceux qui l'ont écouté, bu ses paroles. Donc je vais vous demander de vous présenter dans l'ordre. Donc Marie, si tu veux commencer. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, ça y est. Bonsoir, je suis Marie Deschamps, donc je suis directrice Learning Compétences et la directrice d'Engie University, donc société Engie. Bonjour à toutes et à tous. Artem Ismailov, responsable talent et expérience employée au sein du groupe SEB. Anne Kerjebin, Air France, Senior Advisor, Innovation RH. Alors bonsoir à toutes et à tous, Jean Racoulier, je suis en charge des opérations, pédagogie digitale, innovation chez Safran University. Bonsoir, Patrick Benamar, je suis le vice-président en charge de la formation et du développement des compétences pour le groupe Renault. Bonjour à tous, oui effectivement pour ceux qui nous ont rejoints, donc Sun Lee, je suis le CEO et cofondateur de la société Didask et par ailleurs chercheur en sciences cognitives. Très bien, merci. Et moi, je suis Delphine Moncorgé, je suis la fondatrice de Jao Learning, où j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de formation. Alors, en préparant cette table ronde, vous avez tous évoqué, ou la majorité d'entre vous évoqué un plan de transformation et du coup le rôle clé de la formation pour accompagner ces plans de transformation. Concrètement, quel type de formation impactante vous avez mis en place dans vos entreprises pour accompagner ces plans de transfo? Marie, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci. Alors peut-être deux mots de contexte pour ceux qui ne connaisseraient pas Engie ou sa transformation ces dernières années. Donc Engie, c'est une grosse entreprise active dans le monde de l'énergie, donc à la fois la production, la vente et aussi les services à l'énergie. Et donc en particulier, on est très présent sur tout ce qui est décarbonation et transition énergétique. On a une nouvelle directrice générale qui est arrivée en 2021, donc juste après le Covid, et avec une stratégie qui a changé et une organisation qui a changé. Pour vous donner une idée, on est passé entre 2021 et fin 2023 de 170 000 à 100 000 collaborateurs, parce qu'on a vendu une partie de nos activités, Equance, à Bouygues. On est passé de 70 à 30 pays en termes de présence. Et on est passé de 24 business units à 4 global business units. Donc une transformation assez conséquente. On a aussi réorganisé le groupe par région. Et donc tout ça en moins de 3 ans, avec un post-Covid au début de cette transformation. Donc parfois des gens qui avaient changé d'organisation et qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc nous, Engie University, on a accompagné ça à la fois sur des formations, en créant de nouveaux programmes sur la transition énergétique et la décarbonation. On a créé notamment une Sustainability Academy avec des programmes sur la durabilité pour les clients, pour l'entreprise, l'organisation, comment moi, en tant que manager, collaborateur, je peux intégrer ça dans mon travail au quotidien et y contribuer. Et puis on a aussi utilisé des événements learning assez forts pour que la transformation s'incarne, y compris physiquement. Donc, par exemple, on a des U-Camp, qui sont des campus éphémères et itinérants, qui existaient avant le Covid et avant cette transfo, mais qui, là, nous ont vraiment servi encore plus. Parce que, par exemple, l'an dernier, on a organisé 4 U-Camp, dont un à Houston, en janvier, et c'était la première fois que les gens de l'Amérique du Nord, dans sa nouvelle organisation, se rencontraient depuis 2 ans que l'organisation était en place. Et donc, ça a créé effectivement de l'émulation sur la partie formation, learning, mais aussi beaucoup d'engagement, beaucoup de joie de se trouver, de se rencontrer, beaucoup de réseaux. Et donc aussi pour le business, pour ensuite les relations qui se forment à ces événements, c'était hyper intéressant. Et aussi pour accompagner un autre type de transformation, peut-être je déborde un tout petit peu, mais comme tout le monde, on a des gros sujets d'attractivité, mais aussi de rétention. Et donc pour répondre aussi à ces enjeux-là, Engie University, on aide. Et on a un autre type d'événement qui s'appelle la Booster Week, qu'on a fait pour la première fois en novembre 2023, et qui était en fait réservé, c'était une semaine comme un U-Camp, mais pour nos talents, qui sont parfois encore plus mobiles que les autres, souvent même. Et en fait, donc, même format, un campus éphémère avec du learning, des activités pratiques, des choses, des réflexions
des réflexions sur la carrière, etc. Et en fait, le feedback qu'on a eu, c'est des personnes qui voulaient quitter l'entreprise à la fin de cette semaine de L&D ont eu envie de rester. Et ça, c'était la meilleure reconnaissance qu'on pouvait avoir. Et c'est là qu'on se dit que l'impact a été à la hauteur de ce qu'on cherchait. Oui, carrément. Et du coup, comme vous avez beaucoup joué sur l'expérience, en fin de compte, l'expérience des candidats, l'expérience des collaborateurs, ça me fait penser à ce que tu me disais, Artem. En fait, vous aussi, vous êtes beaucoup sur le côté expérience collaborateur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Tout à fait, avec plaisir. Je vais peut-être donner aussi un petit contexte du groupe CEPS. C'est une référence mondiale de petits équipements domestiques. On est présent dans plus de 150 pays dans le monde, 30 000 collaborateurs. Et effectivement, même si de mon côté, maintenant je représente le côté talent management, j'ai passé plus de 10 ans dans les services formation sur différents postes. Et il y a pareil, effectivement, un peu avant le Covid, avec la nouvelle direction L&D qui s'est mise en place, on a réfléchi à justement comment on organise différemment le service pour que ce soit vraiment au profit de la performance et aux enjeux business. Et c'est là on a mis l'expérience, l'apprenant au cœur de nos préoccupations d'un côté et le business de l'autre. D'où effectivement le fait que 2 fois par an, on rencontre ce qu'on appelle les sponsors, c'est les grands patrons qui représentent les différents métiers, pour parler avec eux des enjeux et des compétences qu'ils cherchent à développer chez leurs collaborateurs, de voir comment on peut les accompagner au mieux dans cette optique, de transformer un peu le mode réactif en mode proactif dans le domaine de formation. Et de l'autre côté, on se soucie énormément de l'expérience apprenant, c'est-à-dire des salariés qui apprennent au quotidien. Et le mot-clé pour nous, pour justement commencer cette transformation, c'était désiloter. Mais désiloter à tous les niveaux, en commençant au sein des équipes L&D. Il y en a beaucoup d'entreprises qui, même aujourd'hui, ont des équipes digitales qui sont séparées des équipes qui traitent le présentiel ou distanciel. Et ça, typiquement, on a trouvé ça n'a pas de sens, parce qu'effectivement, nous, on veut créer des expériences apprenantes. Ça veut dire on veut prendre le meilleur du digital, le meilleur du présentiel, et on veut accompagner le collaborateur dans la durée. On sait très bien qu'au bout de la formation présentielle, dans le meilleur des cas, au bout de 24 heures, vous retenez 30% d'informations. C'est pour cela les capsules ou les actions digitales pourraient avoir du sens pour prolonger la mise en application ou prolonger le moment justement de consolidation des connaissances. Et c'est là où on a commencé à faire des recherches et des expérimentations dans le domaine des sciences sociales, par exemple les fameux nudges, comment justement inciter les gens à faire des formations à des moments les plus propices, comment justement rentrer dans leur quotidien professionnel et trouver les moments où ils peuvent apprendre assez facilement et à quel moment on propose des formations ou des expériences vraiment immersives de formation avec les formateurs, les coachs. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau de silotage, et je pense qu'on va parler plus amplement un peu plus tard, c'est entre les process. Très souvent dans les organisations, ceux qui gèrent la formation gèrent la formation, ceux qui gèrent la performance gèrent la performance, ceux qui gèrent la mobilité gèrent la mobilité, le recrutement, et j'en passe. Et l'idée, aujourd'hui, effectivement, on réfléchit de plus en plus comment on interconnecte davantage ces différents processus, parce que si on veut amener la formation au profit de la performance, il faut qu'on sache ce qui est derrière la performance, il faut que justement on connecte les différentes solutions, les différents services, les différentes équipes, et qu'on désilote aussi à l'extérieur de l'équipe L&D aussi sa réflexion. Et justement, on est en plein dedans actuellement. Ok. On parlait tout à l'heure de plan de transfo. Jean-Roch, chez Safran, il y a un énorme plan de transfo qui dure depuis 3 ans, hein, c'est ça hein. Oui, alors nous, pour peut-être vous citer quand même les 3 enjeux sur lesquels on est vraiment attendu côté formation, et la crise sanitaire d'ailleurs a mis l'université et la formation sur le devant de la scène. Le premier pour nous, c'est vraiment un enjeu générationnel, il faut le redire, parce qu'on a un problème de perte de compétences qui peuvent être critiques. Ça, c'est vraiment un sujet phare chez nous. Le deuxième enjeu, ce sont les transformations business, et on revient à ce qu'on disait à l'instant sur les grands enjeux liés à la décarbonation de l'aviation. Et le troisième, on le connaît toutes et tous, ce sont les enjeux de changement d'organisation du travail, de perception du travail, qui sont également très importants pour nous. Alors autour de ces 3 enjeux-là, nous on a construit un plan de transformation qui s'arc-boute sur 3 piliers importants. Les compétences, c'est-à-dire une meilleure jonction des formations aux compétences, une fois de plus considérées comme critiques pour les hommes et les femmes de l'entreprise. Le deuxième pilier, c'est véritablement d'être davantage employé-centrique lorsque la formation s'adresse à son apprenant, on peut dire à son client interne. Le troisième pilier, on le verra avec un exemple de projet, c'est l'entreprise
apprenante. Et on a deux vraiment principes très transverses. C'est l'internationalisation de la formation et c'est la digitalisation, bien évidemment, des métiers, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de la formation. Donc parmi les grands projets qui ont été réalisés ces dernières années, très marquants, le premier, c'est vraiment une stratégie de culture d'apprenance où on a véritablement travaillé la création internalisée des contenus de formation. On a 300, 400 auteurs-autrices qui fabriquent nos contenus digitaux et on en a à peu près les 2/3 faits maison sur environ 8000. Donc il y a une implication des hommes et des femmes de l'entreprise qui permettent aussi, on en parlait ce matin lors des ateliers, de safraniser les contenus, donc de les différencier par rapport à des contenus externes. Ça, c'est vraiment un premier projet très important. Le second, c'est l'internationalisation de la formation. Il faut savoir que chez nous, les pays, les nations à l'international consommaient beaucoup d'asynchrone, de digital. On a voulu une formation plus équitable, c'est-à-dire avec du face-à-face, quel que soit l'endroit où on se trouve, par exemple à Dallas, ou à Singapour ou à Casablanca. Et donc aujourd'hui, on a réussi à doubler nos heures de formation internationale. Ce n'est pas encore suffisant. Safran University fait à peu près 445 000 heures de formation annuelle. Il y en a à peu près 121, 122 000 à l'international. On devrait normalement être à 50-50 si on regarde la distribution des forces vives du groupe. Donc ça, c'est un projet auquel on a vraiment contribué cette année, et l'année dernière, évidemment. Et puis le troisième, c'est les apprentissages en situation de travail. L'université voulait aussi se tourner vers les cols bleus, parce que l'université, classiquement, d'entreprise, c'est d'abord une université de col blanc. Et on a donc déployé une solution de tutorat au poste de travail qui permet de rapprocher la formation du travail, c'est-à-dire l'analyse préalable du travail, et le pilotage de la formation directement au poste. Okay. Voilà 3 initiatives. Merci Jean-Roch. Anne, chez Air France, la transfo, c'est tout le temps en fait. Hein, du coup. Ouais. La transfo, c'est tout le temps. Depuis quelques années, on a vécu les années Covid qui ont mis quand même le business à très rude épreuve parce que vous imaginez comme c'est difficile d'avoir tous les avions cloués au sol et tous les personnels pratiquement aussi cloués au sol. Donc toutes ces années ont été des années sur lesquelles on a mis un accent renouvelé parce que ça n'a rien de nouveau sur les problématiques de compétitivité. Et je dirais que pendant tout ce temps-là, ce qui était essentiel, c'était de réussir à faire tourner le peu d'opérations qui restaient. Mais vraiment, c'était là-dessus qu'on était focalisé. Alors heureusement, le business repart et bien reparti. Mais ça nous amène à chaque fois à revisiter en fait la façon dont on va former les personnels et je pense que j'aime à dire de temps en temps qu'on est devenu expert en frugalité parce que à force de travailler à budget contraint, eh bien on finit par être de plus en plus innovant. Alors vous vouliez un exemple et moi c'est un exemple qui date il y a quelques années mais que je trouve intéressant, c'est pour la formation des personnels navigants commerciaux. Ce sont des professions réglementées. Ils ne peuvent pas voler si leurs compétences ne sont pas certifiées chaque année. Et donc, il y a un enjeu fort pour eux, de renouveler en fait leur certification chaque année. Et ce qui se passait auparavant, c'est qu'on faisait du présentiel, pas mal de présentiel, plus du e-learning au cours de l'année. Mais on se rendait compte que le présentiel n'était pas forcément complètement pertinent parce que pendant le présentiel, il y avait certes des quiz de certification validés par la DGAC, mais pendant une partie de la journée, finalement, ils revoyaient des choses qu'ils connaissaient déjà où ils n'avaient pas forcément le temps de suffisamment approfondir quelque chose sur lequel ils étaient plus en difficulté. Et on a mis en place un système en fait, de révision, on peut dire, à disposition, basé sur l'intelligence artificielle. Alors je me suis dit, comme la deuxième question, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est pour dire aussi que ce n'est pas cette année qu'on a des solutions avec de l'intelligence artificielle, ça fait quand même déjà depuis un bout de temps, qui permet au PNC de réviser uniquement ce dont ils ont besoin, de se positionner par rapport à leurs pairs, d'avoir des relances selon la courbe de l'oubli, etc., de façon à optimiser le temps qu'ils passent à réviser leur métier. Et donc, moi, je trouve que parfois, on parle cette année ou les années précédentes beaucoup des soft skills, mais il ne faut pas oublier que le cœur du métier, c'est les opérationnels. Et donc, il faut avoir des solutions pertinentes pour les opérationnels. Donc, c'est un exemple de formation que je considère comme impactante, à base de nouvelles technologies,
complètement lié aussi avec du présentiel, parce qu'il reste du présentiel, et qui a été très bien accepté, qui a été proposé sur volontariat comme une aide, et pratiquement plus de 90% des PNC l'utilisent. Ils peuvent l'utiliser n'importe où dans le monde, et ils l'utilisent pendant plusieurs heures dans l'année, ce qui, quand il s'agit de capsules de micro-learning, est beaucoup. Ok, merci beaucoup Anne. Et du coup, vous étiez tous les deux finalement sur les opérationnels, avec l'école bleue d'un côté, les PNC de l'autre côté. Patrick, au niveau de chez Renault, dans la Renault, avec le jeu de mots, University, comment ça s'est passé? Et je crois qu'il y a eu un petit changement au début de l'année 2023, une petite réorganisation, un rattachement. Oui, alors d'abord, il y a eu un grand changement lié à l'évolution de la mobilité et au grand programme qui a été lancé chez Renault qui s'appelle la Renaulution, qui a été lancé par Luca De Meo, notre directeur général, à son arrivée, avec du coup un investissement sur un certain nombre de technologies. Le plus visible, c'est l'électrification du véhicule, avec la nécessité d'accompagner cette transition vers le véhicule électrique qui implique un profond recentrage de certaines activités, notamment en production, vers les technologies électriques, ce qui n'est pas simple, parce qu'un véhicule électrique, il n'a pas grand-chose à voir avec un véhicule thermique. Donc on a commencé par traiter cet aspect, et notamment en créant une académie dédiée à l'électrique, avec des formations qui effectivement étaient destinées au col bleu pour accompagner les reconversions professionnelles des équipes et pour amener les opérateurs de production vers ces nouvelles lignes d'activité. Deuxième partie, c'est finalement le développement de l'économie circulaire, parce que notre activité, elle va être de plus en plus dans la circularité pour éviter la consommation de matière, donner une vie plus longue aux véhicules. Et donc, on a décidé de monter un site dédié à l'économie circulaire avec la transformation de la Refactory à Flins, qui était un site qui produisait des véhicules, les Zoé, et qui est devenu un site qui est complètement dédié à l'économie circulaire. Et on a décidé de créer un campus des métiers et des qualifications pour justement interagir avec l'écosystème de l'apprentissage et notamment avec les acteurs publics pour former à ces nouveaux métiers et l'ensemble de nos collaborateurs vers des postes dans nos nouvelles organisations. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'évolution du soft, de la cyber, de la data, de l'IA qui rentre dans le véhicule. Le véhicule est de plus en plus connecté, il est beaucoup plus conçu à partir d'un software. Et là, on a monté un certain nombre de programmes, notamment des programmes certifiants qui permettent, par exemple, pour nous, de former des spécialistes de la cybersécurité sur les sites industriels qui traitent, par exemple, tous les incidents cyber qui peuvent arriver sur un site avec un protocole de formation et une certification interne. Donc, on voit bien qu'on cherche effectivement à adresser différents niveaux, l'école bleue, des techniciens, des ingénieurs, pour aussi renforcer l'attractivité des métiers, mais aussi supporter les mobilités internes. C'est ça, oui. Sonli, est-ce que tu as un petit mot à nous rajouter ou un exemple peut-être de ce que tu as rencontré avec tes clients Oui, bien de sûr. formation impactant? Peut-être d'ailleurs comme ça pour donner un peu de représentation aussi à d'autres profils de clients, effectivement, que des grandes entreprises, ça peut être intéressant. L'exemple qui me vient le plus en tête, c'est probablement là, en termes de projet, je dirais réussi grâce à l'innovation. Je pense à l'un de nos plus gros clients qui est l'Ordre des experts comptables, qui est un client assez particulier parce que l'Ordre des experts comptables, en fait, ils sont responsables dans le lot de tout leur périmètre de la formation de tous les comptables qui sont en cabinet. Parce que vous avez tous les comptables qui travaillent dans les grands cabinets, mais ensuite, en fait, tous les comptables qui travaillent dans les petits cabinets, évidemment, les structures sont trop petites pour gérer la formation. Donc c'est l'Ordre des experts comptables qui est responsable de pouvoir gérer leur formation. Et donc, le métier comptable, je ne sais pas si vous savez, mais est soumis aujourd'hui à des énormes enjeux de transformation du métier, parce qu'avec la digitalisation de tout un ensemble de tâches comptables, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de comptables qui se retrouvent en fait avec beaucoup moins de tâches qu'avant et beaucoup moins de travail qu'avant éventuellement, mais le métier évolue aussi parce que la réglementation évolue, vous avez la facture électronique qui apparaît, vous avez des nouveaux types de missions, avec aujourd'hui les comptables doivent travailler aussi sur des indicateurs de durabilité par exemple, donc il y a les sujets aussi RSE et écologiques qui rentrent dans les problématiques, donc des enjeux énormes de transformation du métier. Et l'Ordre, en fait, a voulu se lancer dans un projet énorme, extrêmement ambitieux, de pouvoir proposer en quelques mois tout un catalogue de formation, donc de plus de 150 heures de formation portant sur tous ces sujets clés de transformation du métier à l'ensemble des collaborateurs sur le terrain. Et le projet était évidemment extrêmement difficile parce qu'il s'agissait non seulement d'être capable de produire vite, mais avec des véritables obligations un peu de résultats. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment s'assurer qu'à l'issue, il ne s'agissait pas juste de s'assurer que les gens avaient suivi la formation. Il voulait vraiment s'assurer qu'à la fin, les comptables étaient capables de travailler différemment. Et donc, en termes même de faire vite des choses un peu
du coup de qualité, quoi, hein, qui n'est pas juste du descendant, mais avec des cas pratiques, des mises en situation. Si vous êtes sur des sujets de durabilité, il faut aussi travailler sur la motivation des apprenants et comment je déconstruis tout un ensemble de représentations. Tout ça, ça demande normalement un travail d'ingénierie pédagogique, si vous voulez bien le traiter, qui aurait demandé beaucoup trop de temps avec les systèmes classiques pour réussir à faire bien. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous, effectivement. Ce qu'on propose chez Didasque, tout un système, dans notre plateforme, en fait, on intègre tout un système auteur qui intègre en fait l'IA et les sciences cognitives pour être capable justement d'analyser en fonction d'un sujet et de la problématique du client, et de l'analyser et de proposer toute une ingénierie pédagogique adaptée pour réussir à vraiment bien s'assurer que l'apprenant va réussir à bien apprendre sur ce sujet et à proposer toute une première version du contenu. C'est ce qui leur a permis en quelques mois de proposer ces 150 heures. Et en fait, vraiment, entre le démarrage de la production, je me souviens, ça a démarré vers le 10 septembre, les premiers apprenants ont commencé à se former, on était mi-novembre. On était mi-novembre, donc en 2 mois, on a été capable de mettre à disposition tout ça. Et on a des premiers retours déjà des apprenants qui ont suivi des formations entières dessus, avec des retours très très positifs, qui disent tous que ça n'a rien à voir avec les formations qu'ils suivent d'habitude. Alors il n'y a pas que du e-learning, il y a aussi du présentiel. Ils ont fait un super truc hybride qui mélange vraiment les deux, mais avec vraiment quelque chose de très bien pensé, et avec du volume et de manière rapide, et en plus fait par des experts métiers. Parce qu'en fait, leur problème, c'est que les experts de tous ces sujets, ce n'est pas du tout des ingénieurs pédagogiques, c'est des experts métiers qui sont eux-mêmes des comptables ou des experts comptables, qui en fait n'ont pas du tout de compétences d'ingénierie pédagogique et qui ont été capables de créer ça grâce à l'innovation technologique. Ouais, super. Ouais. Merci. On en parlait tout à l'heure, l'IA est partout. Si vous avez assisté à des conférences depuis ce matin, si vous êtes promené sur le salon, l'IA, on en parle. C'est vrai. Donc du coup, dans toutes ces conférences, etc., et dans les formations, finalement, comment on l'utilise, l'IA générative, finalement? Qu'est-ce qu'on en fait, nous? Est-ce qu'on s'en sert dans la formation? Est-ce que ça peut être un outil au service de la performance? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas commencer par toi. Mais Jean-Roch a beaucoup de choses à nous dire pour commencer, et notamment parce que tu disais que tu t'as été formé quelque part justement pour être au taquet sur l'IA. Vas-y, raconte-nous un peu tout ça. L'IA, en effet, il y a énormément de choses. Alors la problématique pour un département de formation, c'est d'arriver à faire le tri et de prendre les choses qui coïncident, je pense, avec ses besoins et en premier lieu sa stratégie. Donc, comme pour toute approche innovante, je pense qu'il ne faut pas oublier de savoir de quoi on part en matière de contexte et de maturité entreprise. Ça, c'est un point essentiel. Sinon, ici, il y a des dizaines de possibilités. On ne saurait pas très bien quoi en faire à l'intérieur. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est vraiment, d'abord, je ne parle que de l'IA pour la formation, puisqu'évidemment, il y a tout un déploiement en cours de l'IA pour les métiers, avec des tests. En ce moment, il y a 1 millier de collaborateurs et de collaboratrices qui testent un GPT Trusted by Safran sur les 35 métiers groupes, pour qu'on voit d'abord, nous, avant de généraliser, à quoi ça sert, une fois de plus, éviter un bling-bling, à quoi ça sert et comment ça s'utilise dans les familles métiers. Pour la formation, on s'est dit que d'abord, pour être avec une longueur d'avance, si vous connaissez Peter Senge, c'est la longueur d'avance. Et en formation, on est très challengé par le métier à l'intérieur, qui lui aussi va très vite. On s'est dit, on va se former nous-mêmes. Donc on s'est formé avec des organismes français, mais aussi anglo-saxons, qui n'ont pas la même perspective, la même vision, l'année dernière. Et à partir de quoi, on a commencé on va dire une sélection d'outils basés sur des cas d'usage dont nous, on a besoin. Donc on a commencé par les cas d'usage, par exemple travailler les personas, créer des cahiers des charges, écrire des déroulés pédagogiques. Et à partir de là, on a fait une sélection qui est en cours d'outils, de solutions. Comme ça, on est un peu moins perdu. Et si vous connaissez le processus ADI, analyser, designer, développer, implémenter, évaluer, tous nos use cases, nos cas d'usage sont accrochés sur les lettres du ADI. Et à partir de là, on peut plus sereinement chercher là où les bonnes solutions qui vont nous amener l'IA, en n'oubliant pas non plus nos partenaires historiques, parce que bon, il y a pléthore de solutions, mais dans les entreprises comme Safran, où la sécurité est très élevée, si on doit rentrer une nouvelle solution, eh bien, il faut repasser les portes sécuritaires et RGPD. Si vous avez un partenaire qui a une roadmap dans laquelle il y a de l'IA, vous bénéficiez immédiatement de l'IA dans le partenaire déjà validé. Donc on travaille aussi avec nos partenaires historiques. Et l'idée, c'est de lancer une formation pour les 400-500 acteurs, actrices de la formation en mars, de Safran, qui se formeront à tout ce qui est découverte et pratique de l'IA générative en formation. Voilà. Ok. Wow. Marie, en revanche, chez Engie, on n'est pas tout à fait là, si j'ai bien compris. Alors, c'est en cours. On sait que l'IA générative, c'est un gros sujet à la fois pour nos métiers
On sait déjà que c'est un superbe outil d'optimisation et de gain de temps, notamment sur des analyses de data pour de la maintenance préventive, par exemple. Je donne un exemple concret. On a des huiles dans les éoliennes qui ont certaines propriétés et qu'il faut parfois renouveler ou autre. Et l'analyse de ces huiles, en fait, elle peut être très optimisée en utilisant l'IA. Et dans la formation plus particulièrement. Voilà, et pour la partie formation, parce que vous dites, chez Engie en général, on n'est pas forcément en avance, mais quand même, on y est. Sur l'IA, dans la formation, donc nous, on a un partenariat avec Synthesia pour créer donc des capsules de formation beaucoup plus rapidement avec de l'IA générative. Et notamment quand on parle de sujets où avant, on allait interviewer des personnes qui sont parfois très occupées dans l'organisation. Aujourd'hui, on se met d'accord sur le contenu avec elles, mais on n'a pas besoin de passer du temps à tourner les capsules vidéo et ensuite de les faire revenir si ça ne va pas, etc. Donc ça, on s'en sert. On a aussi un outil d'IA générative en interne, donc c'est pas de ChatGPT parce que c'est pas assez sécurisé. Nous, on travaille avec Bing Enterprise, qui s'appelle maintenant Copilot. Et ça aussi, c'est utilisé par nos équipes, évidemment, dans les réflexions, les échanges. Mais l'humain reste quand même dans notre équipe d'ingénierie pédagogie la clé de ce qu'on construit. Voilà, c'est juste mais on utilise l'IA générative comme outil pour optimiser des choses, comme beaucoup, je pense, aujourd'hui. Exactement. Patrick, chez Renault, vous avez créé, vous avez une IA propre, si j'ai bien compris. Oui, on a un partenariat avec Microsoft qui nous permet d'avoir, un peu à l'image de ce que disait Jean-Roch, un chat à Renault qui permet donc d'exploiter les données et d'utiliser de l'IA générative pour produire des documents utilisés en interne. Notamment, c'est très utile pour pouvoir stocker des gros volumes de documentation, faire des synthèses. Et donc, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, écrire des plans de cours et faire des synthèses de cours qui permettent aussi de créer du coup des questionnaires qui permettent d'évaluer éventuellement les compétences ou les acquis sur des formations. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qu'on développe beaucoup aujourd'hui, notamment parce que les équipes techniques nourrissent l'IA interne avec beaucoup de documentation qui, du coup, alimente le processus. Après, il y a une deuxième question qui se pose, qui est plutôt, si on met la casquette RH, comment on peut utiliser l'IA générative aussi pour faire des travaux, typiquement écrire des définitions de fonctions, décrire des rôles, décrire des organisations, où c'est très très utile. C'est super impressionnant de voir comment on peut écrire une définition de fonction et finalement la retoucher. Alors tous ceux qui sont dans l'EDC en ce moment, c'est super intéressant, parce que ça permet de vérifier des incohérences, par exemple. Et puis le troisième usage qui est plus pour nous assez intéressant, c'est que les équipes qui forment à l'IA utilisent la formation comme étant un thème de formation. Donc typiquement, par exemple, on parlait du prompt, écrire un scénario pédagogique pour faire une formation de 20 minutes pour une équipe, c'est une des questions qu'on utilise pour pouvoir former les gens à l'utilisation de l'IA. Et donc du coup, nos spécialistes de l'IA ont dit... En fait, ce qui serait génial, c'est d'avoir un cas formation qu'on met en formation. Et donc, effectivement, c'est ce qu'ils utilisent. Et ça alimente une formation qui s'appelle les éclaireurs de l'IA, qui est destinée à former des gens qui vont être des utilisateurs et qui vont eux-mêmes être des relais de la formation dans leur propre métier. Génial. Parce que l'objectif, c'est la dissémination par l'interne. Et donc, d'avoir des gens qui sont dans les métiers, qui détectent les cas d'usage, qui sachent aider les gens à formaliser une demande pour que ça rentre dans le quotidien de l'entreprise. Et en plus, c'est d'autant plus motivant que c'est leur domaine. C'est motivant parce que c'est volontaire, il faut lever la main. Donc on en a 400, je te montrais tout à l'heure, 420 qui ont levé la main pour l'instant. Alors justement, tu parlais de tout ce qui est RH et l'application et pour voir les incohérences. Justement, Artem, chez Seb, vous êtes en plein là-dedans. Là. Vous êtes Oui, effectivement, par rapport à des exemples qui ont été cités jusqu'à présent, nous utilisons l'IA avec nos partenaires pour des scénarios assez classiques que tout le monde connaît. C'est effectivement la proposition des offres de formation assez pertinentes par rapport au profil, au niveau macro, au niveau micro, effectivement, adaptation des contenus qui sont proposés aux collaborateurs quand ils font des parcours d'apprentissage. Mais ça, c'est de l'IA pas générative, de l'IA simple. En termes de l'IA générative, il y a quelques expérimentations que nous sommes en train de mener, notamment, effectivement, avec nos partenaires également. Par exemple, de générer certains éléments de type descriptif dans le catalogue ou d'autres éléments qui sont très rébarbatifs et que les gens très souvent oublient de le faire, mais que pourraient alimenter énormément les systèmes et qui justement après aussi alimentés par l'IA. C'est pour avoir des choses très récurrentes. C'est le deuxième optique effectivement dans lequel on expérimente l'IA. Et puis il y a la troisième, c'est là où justement mon passage côté talent management a créé un nouveau défi, c'est-à-dire comment interconnecter mieux les process qui sont
ne communiquent pas tant que ça actuellement, et comment faire en sorte que les compétences, et peut-être même basculer dans la logique skills-based organization, où éventuellement, de toute façon, les métiers sont composés de compétences. Très souvent, les métiers, ça bouge tellement vite que finalement, même pour le même métier, les compétences dont on aura besoin demain ne seront pas les mêmes. Donc c'est là où l'idée justement de mener la réflexion autour de référentiels de compétences, mais pas de façon classique, très archaïque, ou qui ne permettent pas effectivement de maintenir ce modèle-là assez à jour systématiquement, de se baser sur des solutions basées sur l'IA. Et on est en train de mener un appel d'offres pour trouver justement une solution qui nous permettrait de créer les modèles de compétences qui pourraient nourrir la brique formation, la brique performance, la brique succession, la brique mobilité. Et par la suite, créer une expérience, maintenant pas uniquement apprenant, mais expérience salariée, pour que le salarié puisse projeter dans l'organisation. Très souvent, on dit la formation, pour celles et ceux qui connaissent le modèle très souvent appliqué dans les organisations, la formation classique traditionnelle ne représente que 10% de notre développement de compétences. 20% c'est des peer-to-peer et les conférences ou d'autres moyens de formation. 70% c'est l'apprentissage sur le tas, c'est-à-dire l'apprentissage dans les conditions de travail. Et c'est là aussi qu'on cherche à voir comment on arrive à prendre cette valeur-là qui est difficilement saisissable, c'est-à-dire que ça existe, on sait pertinemment que les gens se forment pour justement combler ces 70%, mais pour l'instant c'est encore assez compliqué justement de le valoriser, de le transformer en data. Et c'est là aussi on essaie d'amener avec des croisements des différents process la logique pour pouvoir accompagner mieux les collaborateurs au-delà de la formation, mais dans leur développement professionnel au sein de l'organisation. Ça marche. Anne, qu'est-ce qu'on fait chez Air France avec l'IA ? Chez Air France, je dirais, comme dans un certain nombre de grands groupes, on a d'abord autorisé l'accès à OpenAI, mais sous réserve d'un certain nombre de précautions, en insensibilisant les salariés à avoir des précautions. Et surtout, il a fallu un certain temps avant d'avoir notre plateforme dédiée avec Microsoft Azure, comme la plupart des grands groupes, donc qui est en place depuis, je pense, le début de l'été maintenant. Donc plateforme qui est mise en place et à disposition des collaborateurs depuis le début de l'été. Côté réseau formation, puisque c'était votre question, on est vraiment dans une approche test and learn. On pense qu'il y a beaucoup de potentiel à l'IA générative pour, je dirais, au moins 2 axes, si ce n'est 3. Mais un premier axe qui est tout ce qui est création, contenu pédagogique. Un deuxième axe qui est communication, marketing de l'offre. Un troisième axe qui est évidemment tout ce qui est chatbot, etc. Et aussi, probablement, là j'en suis à 4, l'utilisation en situation de formation. Donc pour le moment, on a focalisé plutôt sur les ingénieurs pédagogiques, ceux qui travaillent sur le marketing de l'offre, pour leur mettre en main l'outil et les inciter à l'utiliser en leur donnant les rudiments des prompts. Pour le moment, on n'a pas encore mis en place de formation au prompt engineering, je pense que ça va venir. Je dirais qu'on a des enthousiastes qui commencent vraiment à s'en servir parce qu'ils se rendent compte du potentiel extrêmement important de ces outils en formation. Après, c'est certain qu'il y a maintenant une explosion de l'offre dédiée. On parlait de Synthesia, on parlait d'AgeN, on parlait de Block Labs, on parlait de... Voilà, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que la veille, elle n'est pas facile à faire parce qu'il y en a trop, il y en a juste trop. Donc, c'est pour ça qu'on se met à plusieurs, pour se dire qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Je crois qu'il n'y a que comme ça, parce qu'il faut des opérationnels pour se rendre compte réellement, parce qu'on peut voir un outil, on peut penser qu'il a du potentiel, mais au final, quand on l'utilise, non. C'est ça. Voilà. D'où l'intérêt de vos témoignages, en fait, pour ceux qui l'ont déjà testé et qui sont vraiment en cours, pour justement s'appuyer sur les mêmes démarches. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que c'était important le partage, mais je pense face à la vague de l'IA, mais encore plus. Oui, encore plus. Plus. Tout à fait.
Son, pour terminer, donc pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas eu la démonstration de la plateforme, est-ce que tu peux juste rappeler l'avantage de l'IA pour la création, mais en 5 minutes, quoi. Enfin, pas 5 minutes Oui, d'ailleurs. non, pas 5 minutes, je vais en 5 minutes, parce que certains étaient déjà là. Non, non, bon, encore une fois, j'ai Rapidement. l'impression que j'ai perdu quelque chose. Mais donc chez Didas, on utilise l'IA mais en lui mettant vraiment une surcouche en fait, de modélisation issue des sciences cognitives pour être capable d'utiliser l'IA d'une manière pertinente sur le plan pédagogique et s'assurer que, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, si vous demandez juste à ChatGPT de vous créer un bon cours sur un sujet, il va vous faire ce que fait le formateur moyen, grosso modo. Et donc en fait, il faut derrière la compétence d'ingénierie pédagogique pour. Et donc c'est ça qu'on a nous intégré dans la plateforme pour être capable de délivrer des choses qui à la fin vraiment ont une véritable plus-value, je dirais, en termes d'expérience d'apprentissage. Mais donc ça, une fois que c'est dit, peut-être je voulais juste évoquer un sujet dont j'ai pas encore parlé et qui j'ai pensé là en écoutant mes collègues parler. C'est quand même quelque chose sur lequel on travaille beaucoup nous en R&D aujourd'hui, et c'est tout le potentiel en fait de l'IA, je crois, pour qu'on ne mesure pas encore complètement, pour tout le grand sujet de la personnalisation des apprentissages, qui je pense est un énorme problème, voire peut-être le plus grand rêve de l'e-learning et le plus grand peut-être espoir déçu d'ailleurs, même peut-être de l'e-learning. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi quand je me suis lancé dans le e-learning, en tant qu'utilisateur à la base, je me disais c'est super, enfin quelque chose qui va permettre enfin d'apprendre de manière personnalisée. Parce que justement, je vais être seul face à l'ordinateur, je vais pouvoir aller à mon rythme. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai toujours trouvé ça au fond un peu décevant. Parce qu'au fond, c'est pas si personnalisé que ça, et même dans les plus grandes tentatives qu'on a. Et en fait, voilà, même nous, on va dire, on fait un peu comme tout le monde, voilà, il y a des tests de positionnement, on peut varier un peu le format en fonction d'eux. Mais à la fin, on n'a pas ce truc-là où on a l'impression de reproduire ce qu'on a pu vivre des fois quand on avait un prof particulier qui prenait le temps, qui comprenait nos erreurs et pourquoi est-ce qu'on se plantait toujours et qu'on faisait toujours la même erreur et qui venait nous dire « Non mais en fait ça y est, j'ai compris ton problème, en fait c'est ça ». Et donc attends, laisse-moi reprendre ce point-là depuis le départ. Et on voit que c'est ça le besoin en réalité, parce que nous-mêmes quand on interroge nos clients, ils nous disent moi en fait ce que j'aime et la manière dont on apprend, c'est quand mes collègues viennent m'expliquer, ou c'est quand en fait j'ai mon manager qui est à côté et qui me montre et qui m'explique, parce que là, il prend le temps pour moi et en fonction de moi où je bloque, qui n'est pas forcément la même chose que mon voisin. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est coûteux, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, même les experts, les managers nous disent, on est parti leur demander si vous deviez avoir une expérience, enfin pouvoir créer quelque chose pour vos collaborateurs qui les aide à progresser, ça serait quoi? Et ils nous ont pas dit du e-learning. Hein. Ils nous ont dit, j'aimerais bien un outil qui me permette de faire les feedbacks à ma place. Parce qu'en fait... quand je les vois faire des erreurs, ça me prend trop de temps de venir et de dire à chacun, donc je finis par lâcher l'affaire et arrêter et abandonner. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler en R&D sur justement la possibilité d'utiliser l'IA, où en fait, quand vous générez un e-learning avec Didask, on a la possibilité de générer très rapidement, vous savez, comme dans la plupart des plateformes, la possibilité de créer des activités ou des dépôts de devoirs où les gens doivent faire une production pour des choses un peu plus complexes, où ils doivent produire par eux-mêmes. Et en fait, notre IA va être capable d'analyser tout le contenu du cours, de regarder la production en fait, de l'apprenant et de lui dire, eh ben, écoute, dans ce que tu as fait, je trouve que tel et tel point par rapport à ce qui était attendu par ton formateur, c'est très bien, pour telle et telle raison. En revanche, sur tel et tel point, toi, je trouve que tu as complètement chopé le truc à cause de ça. Et il lui explique. Et ensuite, il lui demande de réessayer. Et il réessaie. Et au moment où il réessaie, en fait, il lui dit, ça va toujours pas ce point-là. En revanche, celui-là, déjà, c'est vachement mieux. Et en fait, là, je trouve qu'avec ce genre de choses, on sent qu'on commence peut-être à réussir à approcher de cette fameuse promesse qu'on attend depuis l'e-learning grâce aux IA génératives, parce que ces IA génératives, finalement, elles nous permettent de créer un véritable dialogue. C'est ce qu'on sent avec ChatGPT, c'est pour ça que ça s'appelle ChatGPT d'ailleurs, c'est parce que... Et en fait, c'est-à-dire ça nous habitue à dialoguer, alors qu'avant, les chatbots, il faut quand même bien dire, on détestait tout ça, hein. On avait tous quand même l'impression que c'était pas vraiment dialogue et on était vite déçus. Alors que ChatGPT a réussi à craquer ça et à débloquer enfin le sentiment qu'on était capable de dialoguer avec une machine et que cette expérience pouvait nous apporter quelque chose. Et ça, je trouve que c'est fabuleux et c'est très très prometteur pour le marché. Pour toi, c'est un peu le début, le vrai début du learning, comment ça s'appelle, adaptive learning, le vrai adaptive oui, peut-être learning. Le vrai adaptive learning, peut-être. On y est. Ok, ça marche. Ma troisième question, ça portait sur le rôle stratégique de la formation qui est en train de s'affirmer, on l'a entendu, et si vous allez faire un tour chez HR Technologies, nos collègues RH le disent de plus en plus, puisqu'en fin de compte, le rôle de la formation est comment dire, est prégnant sur tout ce qui est attractivité, engagement, fidélisation des collaborateurs. On le note, même si on ne veut pas vraiment se l'avouer. Mais du coup, concrètement, ça se passe comment chez vous? Par quoi
par quoi ça se traduit. Et je sais, par exemple, Marie, chez Engie, vous avez commencé par l'onboarding, qui est assez simple, puisque c'est le début, finalement. Vous êtes surtout basé là-dessus pour engager et faire en sorte, comme tu disais tout à l'heure, que les personnes veuillent rester. Alors, celles qui voulaient partir, mais celles qui y arrivent, leur donner envie de rester aussi. Oui, en fait, c'était un sujet, il y avait un trou dans la raquette niveau One Engie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, suite à notre grosse transformation, c'était un vrai sujet. Il y a des gens dans le groupe, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas qu'ils appartenaient au groupe Engie. Et on perdait aussi des collaborateurs parce que plutôt que de postuler en interne à d'autres entités, d'autres pays dont ils n'avaient pas connaissance, ils préféraient quitter l'entreprise. Et donc, on a créé ce parcours d'onboarding global avec 2 volets. Le parcours pour les apprenants, avec des choses pré-boarding, premier jour, premier mois, premier trimestre, première année. Et on a aussi créé tout un SharePoint, des outils, même des jeux de société à disposition des RH et surtout des managers, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas forcément conscients de l'importance de cette phase d'onboarding. Et des fois, tout se joue dans le premier jour, en fait. Et donc oui, on a mis du learning là-dedans, puisque dans ce parcours, évidemment, il y a des formations obligatoires, il y a de l'information aussi, beaucoup d'awareness, évidemment. On a créé des outils en termes de, par exemple, meeting template, parce qu'on se rend compte aussi que les gens ne se rencontrent pas assez quand ils intègrent une équipe ou une entité. Et puis donc ce jeu de société qui permet de travailler à la fois la connaissance du groupe, la connaissance de ses collègues, mais aussi l'engagement et la projection dans sa carrière. Puisque en travaillant la connaissance du groupe, on peut aussi se dire « Ah, mais attends, en fait, je ne savais pas qu'on avait ça aussi comme activité, ou je ne savais pas qu'on était présent dans tel pays ou telle région. » Et donc, c'est assez intéressant. Et en termes de compréhension de la stratégie aussi. C'est un jeu de société, avec vraiment, c'est en physique, on peut le faire en virtuel, mais il marche très bien. D'accord, au moment du digital, vous investissez dans un jeu de cartes. On a fait exprès un peu de prendre le contre-pied, surtout en post-Covid. Les gens ont envie de se retrouver, ont envie d'être ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, la rencontre, le réseau, l'expérience humaine, elle compte aussi dans l'engagement et la rétention. Et donc c'est un jeu de société en 3 étapes avec vraiment des cartes, des jetons, des boards, enfin c'est du board. Et donc c'est très chouette. Et en termes d'engagement, du coup, ça a vraiment fonctionné. Notre enquête annuelle a montré une augmentation du taux d'engagement des collaborateurs depuis l'an dernier. Il n'y a pas que ça, clairement, mais on espère que ça a contribué. Ça marche, merci. Artem, tu me disais qu'une des premières questions qu'on vous pose, maintenant que tu es passé plutôt RH, en termes de recrutement, c'était comment vous allez me former, comment vous allez me développer. Du coup, j'ai envie de faire rebondir sur ce qui vient d'être dit. Tout à fait. En fait, le rôle stratégique, de plus en plus stratégique côté RH, on a tous senti pendant le Covid et après le Covid, effectivement, et ça, je pense, se décline sur toutes les fonctions RH, y compris le learning et développement. Et on a aussi un autre élément qu'on appelle très souvent, je pense que pour les 2 dernières années, on a entendu parler des guerres des talents, c'est que justement sur certains métiers, toutes les entreprises ont du mal à recruter. Et c'est en quelque sorte avec, entre autres, ces problématiques-là, nos grands patrons métiers arrivaient vers nous en disant qu'on a du mal à recruter dans ces métiers-là. Comment vous, Learning, pourrez nous accompagner? Parce que effectivement, on veut que vous nous accompagniez dans la partie stratégique, on veut que vous nous aidiez à nous préparer pour l'avenir. Et c'est là où le rôle de L&D devient de plus en plus stratégique, parce qu'effectivement, on sait que si on n'arrivera jamais à tout recruter effectivement en externe, par le voie de recrutement, il va falloir qu'on développe en interne. Et c'est là toute la logique de vraies académies métiers qui commençaient à se construire, en disant que oui, c'est quoi les compétences d'aujourd'hui qui nous manquent, c'est quoi les compétences selon vous demain qu'il nous faudra pour rester compétitif sur le marché où on est présent. Et c'est là où il y a une toute réflexion et travail de construction des parcours de formation, des formations qui sont en lien avec des enjeux business et des enjeux stratégiques. Et c'est là où je pense que le rôle stratégique s'opère énormément. Et après, il y a une autre dimension. Très souvent, j'ai quelques collègues, je pense ici présents, qui représentent les équipes recrutement. Aussi, il y a des gens qui se posent de plus en plus des questions quand ils arrivent au recrutement. Alors, c'est bien le poste qu'ils me proposaient. Par contre, dans 2-3 ans, vous me proposez quoi? Je voudrais effectivement voir la visibilité sur 6-10 années à venir, parce que si vous ne me développez pas, je n'ai pas trop d'intérêt effectivement à continuer avec vous. Et c'est là aussi, il y a quand même une tension qui est rajoutée par le monde externe, par le monde justement des candidats qui arrivent sur le marché du travail et qui sont de plus en plus demandeurs de développement vis-à-vis effectivement du monde qui bouge, qui se transforme, et disent ma valeur, effectivement, si je ne me développe pas au sein de l'entreprise,
il va diminuer. Et moi, je ne veux pas l'entreprise qui ne me développe pas, parce que effectivement, demain, je vais perdre effectivement de valeur sur le marché. C'est là où ça perd effectivement et ça donne de plus en plus la notion, la dimension stratégique aux équipes L&D dans les organisations, c'est justement de penser l'avenir, de penser comment développer les compétences au sein de l'organisation. Ouais. Donc en fait, la formation les aide et les fidélise finalement, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils vont pouvoir évoluer en interne, être formés, accompagnés. Tout à fait. Est-ce que ça se passe comme ça, Patrick, chez Renault aussi? Est-ce que vous avez un programme qui... Alors, c'est pour ça qu'on a créé l'université d'entreprise, d'ailleurs, pour sortir. En fait, on veut sortir de la case formation en disant, finalement, le sujet, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est le modèle d'une université. On peut retourner à l'université en formation initiale, en formation continue, aller chercher des certifications, des diplômes tout au long de la vie. Et c'est le message qu'on a voulu passer aux collaborateurs en disant, OK, maintenant, vous allez apprendre tout le temps. Et c'est une réalité. Ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. La première école Renault a été créée en 1929. Donc, on va bientôt fêter les 100 ans. Donc, c'est la réalité. Et avec les changements qu'on va vivre, ça va effectivement amener à des changements de métier. Et ce qu'on veut pousser derrière, c'est la mobilité interne, l'attractivité externe et la volonté de se lier avec le système éducatif pour pouvoir attirer des talents vers ces nouveaux métiers qui ne sont pas connus. Donc, c'est une politique d'entreprise portée effectivement par les dirigeants. Mais en fait, on est venu s'appuyer sur l'impulsion donnée par la Renaulution pour proposer cette démarche et en disant au conseil d'administration, OK, ce qu'on vous propose, c'est de créer une université, mais qui est du coup d'un genre nouveau, qui va travailler exclusivement dans cette logique partenariale et dans une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui a plu et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des gros volumes de salariés formés et d'accompagner ces restructurations profondes sans forcément avoir à faire des plans sociaux à répétition. OK. Jean-Roch, chez Safran, quel est le côté stratégique de la formation? Comment il est mis en œuvre Alors c'est vrai déjà de dire que la formation, je pense, revient de loin parce que quand je l'ai intégrée il y a 15 ans, on m'avait dit que là où j'allais, c'était un peu le cimetière des éléphants. C'est ça. C'est pour être un peu direct, on faisait un peu la même chose qu'avec la qualité. Alors on revient de loin, c'est une bonne nouvelle pour toutes et tous ici. La formation est vraiment revenue sur le devant de la scène avec la crise sanitaire, tout particulièrement, avec par exemple chez nous des problématiques de reconversion et de montée en compétences en bon français très lourdes. Donc on est plutôt sur une montée en puissance à nouveau de la formation. Les directions, les COMEX comprennent qu'elles ont vraiment besoin à la fois de la formation, aussi du développement des salariés, si elles veulent rester finalement au top et garder donc à nouveau la fameuse longueur d'avance dont on parlait tout à l'heure avec le business. Chez Safran, l'idée qu'on a eue, c'est de créer une flotte de programmes stratégiques de formation, il s'appelle comme ça. Ce qu'est un programme stratégique de formation, c'est un programme connecté aux enjeux groupes. Ça veut dire qu'on a dû en enlever d'autres. Il y en avait plus de 400, on en a que 200. Mais les 200 programmes sont connectés à ce que le COMEX considère, et c'est la lettre du directeur général annuel, comme essentiel pour le groupe. Donc typiquement, la décarbonation de l'aviation, l'excellence opérationnelle sont deux exemples. Donc c'est une collection de programmes connectés, présentés au COMEX, et sur laquelle on s'engage à faire de l'inter-filiale, c'est-à-dire qu'on mélange, on décilote les 12 filiales groupes, on réunit les hommes et les femmes des 12 filiales en même temps. Ces formations sont jouables en France et partout dans le monde pour que le discours qui est véhiculé, et elles sont safranisées évidemment, soit valable partout dans le monde au niveau de nos sites d'implantation, c'est-à-dire les 27 pays Safran. Le fait d'avoir créé la notion de programme stratégique recrédibilise l'université qui était parfois un peu perçue comme une mosaïque d'initiatives, mais pas dirigée vers un but. Par exemple, la préparation à la retraite côtoyait l'aviation décarbonée. On a recentré ces programmes-là pour vraiment que le COMEX considère l'université comme un business partner. Et ça, je le dis, c'est important. Si l'université d'entreprise perd sa réputation de business partner, elle est foutue. C'est-à-dire qu'en gros, en général, les métiers vont créer des académies et l'université perd pied. Actuellement, Safran University gère l'ensemble des métiers groupes. On enseigne la R&D de très haut niveau, on a le programme Expert++, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'expert émérite, c'est-à-dire la personne sans laquelle on ne fera pas le nouveau moteur après Rise. Et on a le marketing, comme on a les execs, le management. C'est vraiment une panoplie de programmes stratégiques sur tous les métiers groupes, mais par rapport aux enjeux du moment. Et mieux vaut en avoir moins, mais donner à fond dessus, qu'une flotte dispersée de programmes qui serait perçue vraiment comme une mosaïque d'initiatives, mais peu concertée et finalement pas stratégique. Ok, une petite rationalisation là pour être concentré. Ok, ça marche. Anne, chez Air France, la stratégie de la formation, enfin le rôle stratégique de la formation.
Je vais reboucler avec la première question qui était le sujet de la transformation. Oui. Et donc je parlais du fait que pendant toutes ces années, le sujet de la compétitivité était plus que jamais sur le devant de la scène. Nous, je dirais au campus et dans les écoles métiers, la façon qu'on a de concevoir les programmes, c'est de faire ça en liaison avec des sponsors et de définir ces programmes avec eux en fonction des priorités business. Dans les dernières années, je pense que ça s'est encore accéléré et systématisé, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que, à l'appui de chacune des initiatives stratégiques, soit présenté en même temps le plan de formation bâti avec les équipes formation au COMEX. Et donc, à ce moment-là, vous faites valider les programmes directement par le comité exécutif. C'était à peu près la seule façon qu'il pouvait y avoir réellement de continuer à faire de la formation, puisqu'on était là à vraiment ne chercher que ce qui était essentiel. Et donc, ça a un côté très vertueux parce que ce sont les opérationnels qui défendent le bout de gras pour dire attention, il faut absolument mener cette action. Ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement pour l'avenir. On en a besoin. Et donc, ce pour les différentes initiatives stratégiques. Donc, je pense que ça reflète le côté stratégique de la formation parce qu'auparavant, on ne le faisait pas aussi systématiquement. Et je pense que le contexte nous y a conduit. Et ça va continuer comme ça Probablement, oui. Chouette. Ça, pour conclure. Peut-être juste pour dire que moi, le changement le plus... Enfin, j'ai vraiment observé un changement important, notamment sur le... toute une grosse partie de nos clients en fait, sont des entreprises, mais des bien plus petites entreprises que les vôtres. Et en fait, j'ai vu vraiment un chiffre très important, je trouve, sur les 10 dernières années chez elles. Parce que, donc à la fois évidemment sur la dimension qu'on en a parlé, c'est-à-dire la préoccupation du business et des dirigeants sur les sujets de formation, qui le voient maintenant comme un sujet stratégique pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. Donc ça évidemment on l'a vu. Mais ce qu'on a vu aussi et dont il faut parler, je pense, c'est aussi, je trouve, toute la maturité bien plus grande aujourd'hui des équipes formation de ces entreprises-là. Autant dans les grandes entreprises, on échange, certains d'entre vous, on se connaît depuis longtemps, depuis un bout de temps, c'est des équipes qui font de l'innovation depuis longtemps, etc. Et donc qui ne cèdent pas forcément à toutes les paillettes, qui ont une réflexion assez avancée sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire qui soit vraiment utile et ne pas faire lancer des feux de paille dans tous les sens avec tout ce que ça nous consomme comme ressources pour après ne rien donner. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai observé il y a encore 5-10 ans, c'est que dans les petites entreprises, ils étaient très peu matures sur le sujet parce qu'ils se lançaient pour la première fois et donc ils avaient beaucoup de mal à faire le tri entre toutes les nouveautés et ils cédaient un petit peu, quelque part, un peu très facilement, je dirais, à toutes les paillettes, je dirais de l'innovation pour l'innovation. J'ai envie de dire, plutôt que de l'innovation pour les résultats et pour des choses qui vraiment font avancer les choses. Et ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit vraiment aujourd'hui des équipes formation dans l'ensemble de ces entreprises, des responsables formation, je trouve, et d'innovation qui sont beaucoup plus matures sur ces sujets-là et qui sont directement orientés en faisant les bons choix, en essayant de changer. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet enfin de travailler sur des choses et même dans les demandes qu'ils nous font, on les trouve plus intéressantes parce qu'on travaille enfin sur des choses qui sont censées avoir de l'impact. L'impact pour de vrai et même pour nous, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça, plus impactante et surtout peut-être plus pragmatique. Et puis, exactement. Et puis, ils peuvent changer des choses pour de vrai pour les collaborateurs ensuite. Ça marche. Maintenant, j'aimerais vous demander à chacun un mot de la fin, un mot pour définir, selon vous, la formation engageante, performante, selon vous. Il y en a qui ont préparé leur mot et il y en a qui le découvrent. Alors, allez. Moi, je dirais très simplement orienté business. Orienté business, ok. Alors, impactante. Impactante, super. Hyper personnalisée. Hyper personnalisée, très bien. Allez, il reste 3. Bon, moi, j'allais dire orienté résultat, mais du coup, ça ressemble beaucoup à l'orienté business. Mais c'est pas grave, on peut. Moi, je dirais marquante humainement. Et Anne, pour finir. Expérience. Expérience, super. Merci à tous les 6. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un petit peu de temps, mais oui, allez, on y va. Maureen, s'il te plaît. Bonsoir, merci. Benjamin, moi je suis designer pédagogique chez DataBird. On est un organisme qui accompagne notamment les entreprises dans les montées en compétences sur l'analyse de données. Et je trouve que vous avez toutes et tous abordé des thèmes importants quand on aborde
les enjeux de la formation, donc que ce soit les enjeux générationnels avec la perte de compétences, l'importance de l'humain, réussir du coup à identifier les besoins d'upskilling et le rôle stratégique que la formation peut avoir en interne, en attractivité, aussi en rétention des talents. Et donc ma question, ce serait de savoir comment justement vous réussissez à identifier les besoins de montée en compétences dans les différentes équipes métiers et quel rôle vous donnez aux collaborateurs dans la définition de ces besoins et l'identification de ces besoins en interne. Alors, qui se lance? Moi, peut-être rapidement, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, créer de nouvelles formations, définir des plans de formation sans faire de lien avec les besoins de stratégie et les besoins de stratégique workforce planning, GPEC, etc., ça n'a plus vraiment de sens puisque, comme Jean-Roch disait, on est au service des métiers, on est d'abord là aussi pour la performance et l'excellence opérationnelle. Donc nous, dans notre organisation, j'ai ce sujet dans ma direction aussi. J'ai l'université, mais j'ai aussi les sujets compétences et stratégique workforce planning. Et donc, forcément, c'est très interconnecté. Et dans le groupe est grand, on reparle aussi de la taille. Dans le groupe est très grand, mais on travaille très en proximité avec nos relais dans les régions et dans les entités locales, parce que sur les sujets de compétences, il y a tellement à dire, il y en a tellement, que ce qui va compter in fine, c'est qu'est-ce qui ressort en transverse sur les sujets stratégiques par rapport à l'entreprise. Je peux enchaîner juste rapidement. Chez nous, effectivement, ce qui est très important, c'est pour ça qu'on me disait, on rencontre les sponsors métiers pour les enjeux business. Il y a deux sujets, enjeux business et employabilité des collaborateurs, qui est très très cher pour les populations RH. Et c'est là où on dit, on a différents acteurs. Les sponsors business nous donnent leur vision, grande ligne, là où ils veulent amener l'entreprise. Nous, on discute avec eux en disant, maintenant, donnez-nous les noms dans vos équipes avec qui on pourrait creuser davantage ces sujets-là, les experts. Et justement, comme ça, on redescend jusqu'à maille d'experts de ce sujet-là pour pouvoir creuser et trouver une solution en interne, en externe, pour créer la formation qui fera partie de l'académie. Et en même temps, effectivement, on sollicite les populations RH dans la notion de GEPP, GPEC, comme vous voulez, où justement on se pose la question sur des compétences qui émergent, sur des éléments d'employabilité à réintégrer aussi dans les programmes qu'on construit. Et pour nous, effectivement, le cœur du sujet, c'est dans le mettre les acteurs décideurs et les connaisseurs du sujet autour de la table pour pouvoir construire les formations qui sont adaptées au contexte. Le vrai souci, c'est quand justement on achète quelque chose sur étagère, c'est jamais adapté au contexte. Et c'est là où justement il y a des gros flops qui se produisent. Une autre question ? Merci beaucoup. Je vois que vous faites énormément de choses pour proactivement pousser les employés dans une certaine direction. Mais qu'est-ce que vous faites s'ils ne veulent pas s'engager dans les programmes ? Oui, alors en effet, c'est un sujet déjà auquel nous, on se heurte fortement parce qu'on sait aussi que la charge cognitive de nos salariés augmente considérablement. Donc dès qu'on lance quelque chose de nouveau, en général, il y a un problème de bande passante. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait d'abord, et on doit faire de la conduite du changement. Dans tous les sujets formation, on a souvent et très longtemps oublié la conduite du changement. C'est vrai. Ce que l'on voit d'ailleurs parfois quand on installe des technologies, où on oublie le lot de travaux, conduite du changement. Si je regarde Romain qui est derrière là, sur ce qu'on a fait avec Clara dans les apprentissages en situation de travail, évidemment, on a eu aussi des résistances. Il y avait un lot de conduite du changement. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on travaille avec des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en général, on ne déploie jamais d'un coup. On va travailler sur un périmètre détouré sur lequel on va créer une première expérience. Et en général, des ambassadeurs et des ambassadrices qui ensuite nous servent de point de relais pour déployer plus largement ailleurs. Vous voyez, pour les apprentissages en situation de travail, on a commencé avec une filiale. Et aujourd'hui, on en a 7 sur 12 qui sont embarqués. Mais on a préféré d'abord tester localement, voir les reproches d'ailleurs, qui pourraient être faits à notre idée et formation, avant d'aller plus loin, in extenso, dans les autres filiales. Donc je pense qu'on doit aussi apprendre vraiment, en termes de gestion de formation et de projet de formation, à ne jamais oublier le lot conduite du changement. C'est l'essentiel. Okay. Si je peux compléter juste 2 mots, il y a aussi la notion très souvent quand on
on voit les sponsors ou les gens qui arrivent vers nous avec le besoin de formation, pour eux, c'est la priorité. Et c'est là où le vrai cœur du métier aussi L&D, c'est de savoir prioriser ce qui est le plus important par rapport à d'autres. De développer les stratégies, ce qu'on a fait chez nous, effectivement, de push et pull, c'est-à-dire ce qui est vraiment indispensable parce qu'il y a des enjeux business, des enjeux de conformité ou autres, que finalement, on va pousser tout de même, on va obliger les gens, en quelque sorte, de suivre ces formations-là pour rester conforme à la loi. Mais il y a d'autres formations qu'on dit, bah non, c'est un sujet plutôt qu'il faut marketer, donner envie. Et c'est là où, par rapport à la charge mentale qui a été évoquée tout à l'heure, on essaie de trouver le juste équilibre. Et même par rapport à la partie de onboarding, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner toutes les formations au même moment aux collaborateurs quand il arrive dans la société. Il faut faire la priorisation. On sait que finalement, peut-être pendant la première semaine, il aura un peu plus de temps à consacrer à la formation. On donnera plus d'éléments. Et au fur et à mesure, on va donner des éléments au bon moment, à la bonne personne, sur la bonne thématique. Et c'est ça les questions qu'on se pose systématiquement quand on travaille sur le sujet. Super. Peut-être un dernier mot, je compléterai aussi. Je pense que c'est aussi lié à la culture des entreprises ou des équipes et aux managers que les gens peuvent avoir. Et parfois, certaines personnes n'ont pas envie de se former, mais leur manager leur fait prendre conscience que c'est important et que ça va leur permettre de se développer, d'évoluer, d'être en mobilité, etc. Ça peut aussi être une porte d'entrée sur le sujet de la formation. Une dernière question, monsieur. Pardon. Là-dessus, je pense qu'il faut faire très attention avec ce qu'on déclare être des formations obligatoires. Et souvent, les sponsors vont être tellement convaincus eux-mêmes de l'importance de leur sujet qu'ils vont décider qu'il faut que ce soit obligatoire, il faut que le périmètre soit très large. Ils ne veulent pas que ça dure que 10 minutes parce que c'est tellement important comme sujet qu'il faut que... Voilà. Et donc, finalement, la seule solution dans ces cas-là, c'est de faire arbitrer par le comité exécutif qui est à émanation des opérationnels et qui se rend bien compte qu'il est très important de ne pas perdre les apprenants au passage. Et quand je dis ne pas les perdre, ça veut dire leur laisser leur libre arbitre, mais à bon escient et de temps en temps, exiger qu'une formation soit suivie de manière obligatoire. Ce qui est toujours une contrainte que les gens n'apprécient pas. Donc, il faut doser ça avec parcimonie. Il y avait une dernière question là, monsieur, et puis après, on s'arrête, parce qu'il est tard. Merci beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez appris de l'étranger, en fait, parce que vous avez des groupes internationaux qui sont dans le monde entier. Il y a peut-être des choses que certains pays font mieux que la France, que vous avez ramené au niveau du QG, que vous avez déployé dans le monde de la formation. Et au passage aussi, est-ce que les soft skills, ils ont une proportion grandissante dans vos universités, dans le sens avec l'intelligence artificielle et que les compétences humaines qu'on a tous besoin, est-ce que vous voulez les avoir en interne aussi, ou c'est quoi de votre vision par rapport à ça? Alors d'abord, sur ce que vous avez appris à l'étranger, qui se lance? Alors personnellement, j'ai appris deux choses à l'international. La première, c'est la frugalité. C'est-à-dire qu'on a des pays qui montent des cours de qualité remarquables avec des moyens très limités. Et parce qu'ils sont loin du cœur de décision, ils sont obligés quelque part de monter en autonomie et ils accompagnent donc la montée en connaissance de façon beaucoup plus pragmatique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une vision des méthodes pédagogiques en France qui est inversée avec la plupart des cultures. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des équipes en Chine. Les équipes chinoises, elles ont besoin de commencer par la pratique avant de remonter vers la théorie. Et donc l'inversion des séquences pédagogiques est souvent très intéressante. C'est-à-dire qu'on arrivait au début avec un programme où on faisait de la théorie avant de passer à la pratique. Ils nous disaient, nous, la théorie, ça ne nous intéresse pas tant qu'on n'a pas fait de la pratique. Donc typiquement, quand on va travailler sur un moteur, on va commencer par le démonter avant de voir comment il a été conçu. Et je trouve que c'est très intéressant parce que la pédagogie inversée, elle met aussi beaucoup plus la personne formée en position d'acteur plutôt que recevant. Donc on change déjà la posture dès le départ. Et après, moi je pense que nos universités ont besoin de se détacher un peu des soft skills. Justement parce que les soft skills, c'est un travail plus personnel qui complète finalement l'acquisition d'une connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est le cumul de tout un ensemble de savoirs. Les savoirs techniques, je sais faire quelque chose, je sais le mettre en œuvre dans un contexte donné, le projet, l'activité que j'ai. Je sais le mettre en œuvre dans mon cadre de travail, au sein d'une équipe de travail, et je sais éventuellement le retranscrire et le transmettre à d'autres, ce qui montre que j'ai compris et que je suis capable de
transmettre mon savoir. Et je pense que du coup, la partie soft skills, c'est plus la relation à son environnement de travail. Et je trouve que les universités sont beaucoup dans la théorie sur le sujet, alors que finalement, il faut le ramener au fonctionnement de l'équipe. Et quand on parlait tout à l'heure d'organisation apprenante, une organisation apprenante, c'est une organisation qui est composée d'équipes apprenantes qui diffusent le savoir et qui permettent finalement l'adaptation de l'entreprise à ses objectifs, à son environnement et donc à développer de la performance et de l'innovation. Ok. C'est bon, on s'arrête là. J'ai le signal. Je pense que j'ai fait la conclusion. Là. Oui, exactement. Merci beaucoup en tout cas à tous les 6. Voilà, c'était parfait.